Allez, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais juste résumer une session live coding que j'ai fait dans la vidéo précédente, mais qui a été un petit peu longue. J'ai mis un peu plus d'une heure en fait pour découvrir avec vous le tutoriel et réaliser toutes les implémentations. Donc ici, je vais juste résumer l'essentiel pour ceux qui n'auraient pas forcément trop le temps ou qui voudraient tout simplement suivre par eux-mêmes les étapes avec quelques commentaires de ma part. Donc le tutoriel qu'on a suivi, c'est celui qui est sur le site officiel, qui consiste simplement à développer un site web dans lequel on va gérer des héros qui ont un ID et un name. Donc il y a différents composants, il y a des listes de héros, il y a des détails qu'on va pouvoir éditer. Et donc tout un ensemble de composants et de systèmes de navigation qui sont prévus. Donc globalement, pour démarrer le projet, on va utiliser Angular CLI. Donc il y a tout un ensemble de commandes qu'on utilise dans ce projet qui commence par ng. Alors ngNew est le nom du projet, permet tout simplement d'initialiser l'environnement, ce qui va permettre de générer en fait toute l'arborescence de base avec les configurations et les dépendances. Vous avez ensuite une commande ngserve qui permet tout simplement de build la solution et de la rendre disponible directement dans le navigateur. C'est un serveur web local qui va permettre également d'inspecter les modifications qui sont réalisées sur les fichiers et de les rendre automatiquement disponibles, de rebuild la solution, et ça permet comme ça de suivre un peu en temps réel le résultat des modifications qu'on réalise. Donc voilà, donc globalement vous allez vous retrouver avec donc un projet qui aura été généré automatiquement. Pour vous dire rapidement, vous avez donc un fichier package.json qu'il faut connaître, qui permet en fait de lister l'ensemble des dépendances. Donc ça ici, vous avez les dépendances Node.js, les dépendances en termes de modules, qui sont donc relatifs ici à Angular. Il y a différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées, notamment pour faire des tests, etc. Vous avez un fichier tsconfig qui est spécifique à la compilation TypeScript, qui comprend ici des options de compilation. Voilà, je me limite aux éléments principaux. Donc vous avez un dossier src source dans lequel vous allez avoir donc votre solution, dans lequel on va avoir votre fichier HTML d'entrée, index.html. Vous allez avoir votre point d'entrée également ici main.ts, qui va définir le bootstrap module app module. Ça, c'est des notions qu'on va voir après. App module, c'est vraiment ce qui va définir l'ensemble, qui va référencer l'ensemble des composants, qui va importer l'ensemble de vos modules que vous allez avoir besoin au niveau de votre projet. Et ici, vous avez notamment le composant qui est créé par défaut avec ce projet qui s'appelle app, donc qui est également importé et qui est également au niveau du bootstrap. Ça veut dire que finalement, votre application va démarrer sur ce composant app component. Donc app component rapidement, c'est donc un composant en fait, pour redire les choses, c'est composé d'un fichier TypeScript, donc ici un fichier TS, qui est en fait donc une classe normale TypeScript. Simplement, elle comporte un décorateur qui est ici component, qui est spécifique à Angular et qui est importé ici, qui va comprendre certains éléments, dont un selector CSS qui va permettre de réutiliser le composant dans votre vue, donc le niveau HTML. Il va également définir le chemin donc, vers ce fichier HTML et le style CSS qui est utilisé. Donc voilà ici au niveau de la vue la partie HTML. Que dire d'autre ? Vous allez avoir donc dans le projet tout un ensemble de composants que vous allez devoir générer, on va les voir ensemble. Après au niveau des fichiers, vous avez un fichier CSS qui est global, ici notamment, dans lequel vous allez pouvoir définir des styles globaux, tandis qu'au niveau d'un composant, vous allez pouvoir définir localement tout un ensemble de styles. Donc pour revenir rapidement au tutoriel, ce qu'on vous demande dans un premier temps, c'est de générer un composant héros. Donc avec la commande ng generate component heroes. Donc ce qui va vous générer 4 fichiers, un fichier TS, HTML, etc. Donc par défaut ici, il n'y a pas d'élément particulier. On vous demande de créer un champ hero, donc une propriété de type string qui comprend donc, qui se nomme OneStrom. Et au niveau HTML, on va binder en fait ce champ avec la vue. Et donc simplement on rappelle ici donc le nom de l'attribut, de la propriété, et on va la mettre entre accolades, entre double accolades, ce qui va permettre directement d'aller lire la valeur qui est ici au niveau de notre fichier TypeScript. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on nous demande de modifier app component, donc pour le simplifier, pour juste mettre ici le titre, et on va intégrer dans ce composant le composant qu'on vient de créer, le composant hero. Donc en fait, sur le composant de démarrage, on va faire appel ensuite au composant hero. Donc globalement, on va donc, lorsqu'on va exécuter le projet, afficher le titre et afficher ici le nom OneStorm juste en dessous, puisque ce composant ne fait qu'afficher le nom du héros.
Donc voilà dans un premier temps. Ensuite, on va essayer d'améliorer les choses. Donc on va créer une classe hero qui va comprendre un ID et un nom. Et on va modifier le projet en conséquence. Donc au niveau du composant hero, cette fois-ci on ne va plus avoir qu'un seul champ string, on va avoir un objet hero qui va comprendre un ID et un nom. Voilà, et on va faire la modification. On va répercuter ça au niveau de l'HTML pour que cette fois-ci on affiche hero.name, puisque là cette fois-ci on va devoir aller chercher la propriété de notre objet hero, donc avec le point, et on va afficher son ID et son name. Un exemple ici d'utilisation de certaines fonctionnalités d'Angular, ce qu'on appelle les pipes, qui va permettre en fait de prendre en entrée ici le nom du héros et de lui appliquer une fonction directement. Donc ici c'est une fonction qui va permettre de mettre en majuscule la string qui est passée juste avant. Donc le résultat il est instantané et il est interprété toujours dans cette double accolade. Autre élément qu'on nous présente d'entrée de jeu, c'est le two-way binding qui permet en fait, donc là ici en fait ce qu'on veut faire pour être plus concret, on veut permettre de modifier directement le nom du héros, donc via un input, donc via un champ. Et donc ce qu'on veut c'est que si on modifie le nom du héros dans ce champ, bah, automatiquement la propriété soit mise à jour. Et inversement, bah, dès que le nom du héros change, ou en tout cas lorsque l'on va lire la valeur, on veut qu'il soit directement écrit dans ce champ. Donc c'est un two-way binding, puisque la modification elle est bidirectionnelle. Donc ça, on va utiliser ici une directive qui est entre crochets parenthèses ng-model, donc qui est quelque chose de spécifique, et qui en fait qui fait partie du module forms. Donc c'est pourquoi il va falloir importer au niveau d'app module, donc au niveau racine, au niveau le plus haut, importer donc ce formulaire, et, enfin ce module formulaire, et le rendre disponible pour l'ensemble des éléments du projet. Lorsqu'on a fait ceci, il n'y a pas de problème, donc on peut exécuter et voir que le résultat fonctionne bien. Vous faites une modification dans ce champ et vous obtenez effectivement une mise à jour bidirectionnelle. Alors ce qui rappelle également, c'est qu'effectivement, lorsqu'on va créer des composants, lorsque vous utilisez le CLI, automatiquement, le CLI va faire les déclarations qui vont bien au niveau d'APP module. Mais si vous le faites manuellement, ce qui n'est pas interdit, eh bien, il ne faut pas oublier effectivement de réimporter les déclarations au niveau d'APP module pour que ça soit disponible. Donc là, vous avez une vue globale des fichiers, notamment ce qui est important, ce qu'on n'a pas forcément suivi ici, c'est effectivement app module qui a donc été un petit peu mis à jour parallèlement à ce qui était mis dans l'article. Deuxième ou troisième partie, je ne sais plus, du tutoriel, la deuxième en l'occurrence, cette fois-ci, on va plus travailler avec un seul héros, mais avec une liste de héros. Donc dans un premier temps, pour faire cela, on va créer un fichier spécifique, un fichier MOOC, qui va permettre donc de simuler des données de type heroes. Donc on va toujours utiliser notre classe, mais on va créer un tableau de héros avec directement déclaré une dizaine de héros ici au niveau de ce tableau qu'on va rendre disponible dans notre projet. Alors, on va afficher cette liste de héros. Donc pour cela, on va modifier cette fois-ci Hero Component. Et on va donc remplacer notre héros qui était un objet donc avec une seule valeur, cette fois-ci par ce tableau de héros qu'on va importer. Au niveau HTML, on va donc modifier la vue pour que l'on puisse afficher cela sous forme d'une liste. Donc on va se baser sur le template de type ULLI, dans lequel on va donc pour chaque LI afficher l'id et le nom du héros. Par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir itérer l'ensemble du tableau. Pour cela, on va utiliser une directive qui est étoile ng4 avec entre guillemets let hero of heroes. Donc, on va, comme pour une boucle for classique dans la plupart des langages, on va itérer tous les héros donc, du tableau heroes, de la collection heroes. Et cette instruction ng4 va permettre de répéter en fait ce template pour chaque héros qui sera donc itéré. Donc après, effectivement, sur les style sheets, tout ça au niveau CSS, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément détaillées ici, que vous aurez en bas de page. On va rajouter également un événement, donc, entre parenthèses, clique le nom de la méthode à appeler, et ici la valeur qui va être passée dans ce paramètre. Donc ça va permettre de cliquer sur le héros et d'accéder en fait à la possibilité de modifier les valeurs. Donc au niveau du code, on va donc ajouter cette fonction onSelect, et on va conserver également le héros qui est sélectionné dans selected hero.
À partir de là, on va modifier la partie du dessous sur laquelle donc on permet la modification du héros. Donc on a toujours notre binding two-way, notre bidirectionnel, avec cette fois-ci selected hero pour valeur. Ok, donc voilà. Deuxième point qu'il faut prendre en compte, c'est que dans un premier temps, lorsqu'on va charger pour la première fois la page, évidemment, il n'y a pas de selected hero, donc la valeur est à nul, et cela va engendrer à ce niveau-ci une erreur. Donc pour cela, on va utiliser une autre directive qui permet de vérifier que, par exemple, cette valeur est disponible. Donc on va utiliser étoile ngIf. Donc s'il y a un héros, effectivement, on va afficher ce blot. Sinon, on va le rendre invisible, enfin non disponible. Et ce qui va permettre donc de gérer facilement cette erreur. Voilà, au niveau style CSS, on a également donc des styles différents en fonction du fait qu'on va sélectionner ou pas le héros. Donc pour faire ça, on va utiliser là aussi entre crochets class.selected qui va permettre de définir donc la classe selected si le héros qui est itéré ici correspond au héros sélectionné. Donc voilà le code modifié. Alors troisième étape, cette fois-ci, on va créer un nouveau composant. En fait, le composant HeroDetail, ce qui permet de modifier les valeurs. On va le mettre dans un composant à part, ce qui va permettre tout simplement de le réutiliser par la suite à d'autres endroits du projet. Donc ça permet d'avoir effectivement une approche, on va dire, de factorisation du code et de permettre de le rendre disponible, faciliter sa maintenance tout simplement. Donc ça c'est classique et c'est vraiment l'approche qu'on doit avoir avec Angular, cette création de composants qu'on va pouvoir réutiliser à différents endroits. Donc on va en fait recopier le code précédent dans ce composant qui a été créé, et ce qu'on veut c'est pouvoir lui passer en fait un paramètre, parce qu'en gros si on va l'appeler concrètement, ce qui va se passer c'est qu'on va utiliser ce nouveau composant au niveau du composant qui liste tous les héros, donc ce hero component. Et donc ce qu'on voudrait lui dire, c'est lui passer en tout cas comme paramètre, c'est le selected hero, c'est celui-là. Et donc vas-y, affiche ces infos et permet donc de modifier sa valeur. L'idée c'est qu'on va l'appeler de cette façon. Donc pour faire ça, on va créer en fait une propriété de type @input, donc on va ici importer depuis Angular Core. Et on va lui dire, voilà, hero, c'est quelque chose qui est un paramètre d'entrée au niveau du composant. Et donc ça permet de l'appeler de cette façon. Donc voilà, on refait les petites modifications pour que les noms de variables correspondent bien au niveau du template, et c'est OK pour cela. Quatrième partie, c'est un point très important, c'est pour moi ce qui est peut-être le plus fondamental, ou en tout cas ce qui est le plus intéressant au niveau d'Angular, c'est la notion de service. Donc les services, c'est quelque chose qui permet vraiment d'apporter beaucoup d'abstraction au développement, de découpler, on va dire, les dépendances entre les composants, enfin toute l'architecture d'un projet, qui permettent par exemple d'importer des données ou de rendre disponibles des données sans forcément qu'on sache d'où elles proviennent. Ce qui compte, c'est qu'on ait en gros la logique, et à partir de cela, on va pouvoir travailler. Les services jouent un petit peu ce rôle d'intermédiaire entre les différents éléments qui vont constituer un projet. Donc je vais utiliser ici la commande ngGenerateService avec le nom du service, donc ici hero. Donc un service, il est composé d'un décorateur qui est injectable, donc on va importer et mettre ici. Provided in root simplement signifie que cette instance va être partagée avec l'ensemble pour l'ensemble du projet en fait, tout simplement. Donc elle va être partagée au niveau le plus élevé. L'objectif de ce service, c'est de rendre disponibles les données, donc de rendre Heroes, le tableau de héros, accessible donc depuis nos composants, et ce, quelle que soit finalement la source d'où ils proviennent. Donc on peut très bien imaginer que ces données, par exemple, proviennent d'une base de données ou d'un serveur distant. Bon, ici on va simuler cela, donc on va directement avoir nos héros depuis notre Mooch, mais en fait l'idée derrière, c'est que on a un service qui va permettre d'aller chercher les données, et peu importe finalement la manière, ce qui compte c'est que derrière nous, on garantisse que si si le composant en l'occurrence appelle getHeroes, il va obtenir son tableau à un moment ou un autre. Donc ici, il doit l'obtenir instantanément. Donc au niveau de notre composant hero, on va donc utiliser ce service. Donc pour cela, on va injecter ce service au niveau du constructeur. Donc ici, private hero service de point de type hero service. Donc évidemment, on importera notre service. On va appeler donc la fonction getHero, qui est donc
this hero, en fait, on va notre tableau de héros au niveau de hero component, on va le charger à partir du service avec la méthode getHeroes. Donc juste là, pas de souci. Et pour que notre composant fasse directement cet appel, on va le faire directement dans la méthode ngOnInit. Alors le seul problème justement, c'est que lorsque l'on fait appel à ce type de fonction, on s'attend à ce que les données soient directement disponibles. En fait, on est sur un mode synchrone. Et c'est-à-dire que tant que les données finalement, tant que le service est en train de restituer les données, et bien en fait on a le chargement de la page qui va rester bloqué. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde ici le live circle, tant que cette méthode en fait est en train d'exécuter de manière synchrone un certain nombre d'opérations, et bien le reste ne va pas se faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas charger la vue par exemple. Donc ça peut être gênant et ça peut être, en tout cas, assez bloquant pour un certain nombre de choses. Et c'est pas trop, on va dire, aujourd'hui, la manière de développer des interfaces modernes réactives. Donc pour ça, on a plutôt l'habitude maintenant d'utiliser des appels de méthodes qui vont être asynchrones. Donc pour cela, on va utiliser ici les méthodes, les éléments de type observable plutôt, qui viennent de la librairie Eris.js, donc qui est aussi disponible avec Angular, qui est développé par ailleurs par une des équipes de Google, et qui va permettre donc d'avoir cette approche asynchrone au niveau des appels. Donc pour cela, c'est assez simple. Au niveau de notre service, on va donc modifier le type de retour pour le mettre cette fois-ci de type observable, donc apporté depuis Eris.js. Et donc c'est un type générique, on va simplement donc lui définir ici le type qu'on souhaite retourner, donc on souhaite retourner un tableau de héros en fait. Et pour transformer notre tableau de héros en type observable, eh bien on va utiliser également la méthode of. Donc voilà, rien de très compliqué à ce niveau-là pour pouvoir réaliser une fonction qui peut être appelée de manière asynchrone. Donc le principe d'une méthode asynchrone, c'est que on va l'appeler et elle va réaliser son traitement, et elle va notifier le client une fois que les données sont disponibles. Donc au niveau du client, donc ici notre composant qui va faire cet appel à getHeroes, on va cette fois-ci s'abonner en fait. On va s'abonner à la donnée qui est à la méthode qui est observable. Et on va lui dire, ok, je m'abonne, et dès que tu me dis que c'est ok, eh bien, tu vas appeler la fonction ici, donc c'est une fonction anonyme, qui prend en entrée donc, les données que tu reçois, heroes, et dès que tu les reçois, eh bien, tu vas affecter ces données à mon tableau. Donc voilà, donc ça sert de manière synchrone, c'est-à-dire qu'en gros, onInit du composant, il regarde, il dit, ok, je m'abonne, et il continue l'exécution. Et lui, pour ce temps-là, il surveille. Et dès qu'il a une information, une notification, eh bien, il va faire l'affectation nécessaire. Donc ça, ce qui va permettre de ne pas bloquer donc le déroulement des choses. C'est très important, c'est vraiment essentiel en fait, on va dire, aujourd'hui dans ce type de développement, et au niveau d'Angular, c'est un petit peu central dans la manière dont on va construire nos services. Ensuite, je propose de générer également un composant qui va permettre de loguer en fait des messages. Donc ça, il n'y a rien de très compliqué. Je vous laisse regarder ça plus en détail par vous-même. C'est vraiment la même approche que ce qu'on a détaillé précédemment. Au niveau des routings, donc là aussi un outil assez fondamental. C'est ce qui va permettre donc de faire de la navigation, c'est-à-dire tout simplement d'avoir des URL et en fonction de ces URL, d'aller charger des composants spécifiques ou de réaliser un certain nombre d'actions. Donc pour cela, il est vrai qu'il est plus probable de générer en fait un module à part, puisque c'est assez verbeux, il y a pas mal de choses qu'on va renseigner dedans en fonction de la taille du projet, et donc autant avoir ça dans un module à part. Donc cette fois-ci, on va générer un module avec le nom app-routing et qu'on va placer, à la racine. Donc ici, on va importer, donc rien de spécifique, là c'est ce qui a été créé. Ici, on va importer par contre router module et routes. Et on va exporter router module pour que lorsque l'on importe ce module, eh bien, il puisse être effectivement disponible également. Alors ici, on va prendre l'exemple, on va générer donc une route de type heroes, donc en gros notre URL / heroes, et on va dire, bah voilà, pour cette URL là, tu vas charger le composant héros. Donc en gros, le composant qui liste tous nos héros. Donc ça, on va définir ça dans une variable qui va contenir un tableau de routes. Donc ici, on n'a qu'une seule route pour l'instant. Ensuite, au niveau de l'import, donc ici, dans ngModule, on va importer router module et dire, bah voilà, tu vas utiliser donc ces routes.
Pour que ce système de navigation soit rendu effectif, on va devoir utiliser le composant router outlet. Donc en gros, router outlet, ça va être le conteneur dans lequel vont se charger les composants que l'on va appeler. Donc là ici, si on regarde au niveau d'APP, on a retiré notre heroes component, on va conserver donc, notre title, le app message c'est le système de log que l'on va placer en dessous, et par contre ici c'est tout le système de navigation qui va, les composants qui vont se charger dedans. Donc en gros, si je tape mon slash heroes, et bien ici, je vais me retrouver avec le composant hero qui va être chargé. Ok, ensuite, il nous demande d'ajouter un composant dashboard. C'est simplement en fait un composant qui va permettre de mettre en avant un certain nombre de héros en haut du site. Ici au niveau des routines, on va ajouter donc un chemin pour ce composant. On va également faire une redirection par défaut sur ce dashboard. Et on va ajouter au niveau d'app component un système de router link qui va permettre donc de cliquer sur des liens qui vont directement activer des routes. Donc on va modifier l'ensemble des vues également pour intégrer ces routers link. Autre élément de chemin de navigation qu'on va intégrer, c'est un système donc avec une propriété, c'est-à-dire detail slash par exemple 12, 14, donc l'ID d'un des héros qu'on va vouloir charger. Donc ça, on va le faire de cette manière-là avec un slash de points et le nom du paramètre. Donc au niveau du dashboard, comme je vous le disais, on ajoute des routers link pour le système de navigation, idem pour la liste des héros. On va donc cette fois-ci également supprimer donc ici l'appel à la méthode, puisqu'on va plus avoir besoin de cette méthode pour pouvoir charger le composant, mais on va passer donc par le système d'URL. On nettoie les classes pour supprimer donc les fonctions qui sont plus utilisées. Et au niveau de Hero Detail, on va donc mettre en œuvre la mécanique qui va permettre de récupérer l'ID qui est passé en paramètre. Donc là, on va importer Activated Route Location. Donc ici, ce sont des éléments qu'on va injecter ici au niveau du constructeur. Et GetHero va être adapté. Donc on va utiliser this.route.snapshot.param.get, le nom du paramètre, qui est donc de type string. On va surcharger ici avec un plus pour le convertir tout simplement en entier. En nombre. Et donc on va appeler ensuite une fonction getHero avec cet ID qui nous permettra de récupérer le héros donc depuis le service hero service. Donc ça c'est une méthode qui n'existe pas encore, qu'il va falloir créer. Donc cette méthode elle est ici, hein, c'est à peu près la même chose que précédemment, sauf que on va une fois qu'on a nos valeurs, on va tout simplement rechercher le héros qui correspond à l'ID en question. Et on va retourner de type observable, effectivement, ce héros. Donc cette fois-ci, on ne retourne pas un tableau de héros, mais on retourne juste un héros. Donc voilà le code final, je ne vous détaille pas tout, il y a aussi un système de navigation, location back, pour revenir en arrière. Je vais lancer tout de suite la commande ngserve pour vous montrer ce que ça donne. Donc en gros, là, on va rebuild la solution, et on va lancer donc, le serveur web, ce qui va nous permettre de nous connecter sur l'application. Donc on se connecte sur l'URL localhost port 4200, vous avez ici la solution avec le dashboard qui présente les principaux héros. Si on clique sur un des héros, donc on a accès ici via son ID par URL detail/13 aux informations du héros qu'on peut directement modifier. Donc le go back permet de revenir en arrière sans recharger la page et on voit que les modifications ont bien été prises en compte. D'ailleurs, ici, vous avez le système de log qui prend bien en compte les différentes actions. Le premier chargement, l'édition, puis le rechargement. Donc, on revient sur cette conservation sans qu'on ait eu un relancement complet de l'application. Si je faisais un batch, évidemment, là, on va reset l'ensemble des données. Ce qui n'est pas le cas ici, grâce au système de navigation, les routers link et autres mécaniques qui sont mises en place. La même chose au niveau de la liste des héros, on va avoir la possibilité donc d'éditer les différentes valeurs. Donc voilà globalement pour ce résumé. Donc je vous rappelle qu'il y a le live coding qui est également disponible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine session, eh bien, on va justement remplacer ce système de données par une connexion directement à une base de données, donc une base Firebase, qui va vous montrer justement l'intérêt de l'utilisation des services. Puis très rapidement, vous allez voir qu'on va pouvoir faire cette connexion sans modifier massivement le code, on va juste modifier notre service en final. Et je vous montrerai également eh bien, un exemple d'utilisation de Firebase avec Angular pour réaliser une application de chat en temps réel. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions, et je vous dis à tantôt pour la prochaine vidéo.